C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? C'est bon, vous êtes en direct. Ouais, vas-y, on commence, hein? Oui. Allô? Oui. C'est tard, vous êtes en direct. C'est Asma? bon. Je commence, hein? Ok. Allez, on peut commencer. ما سمعتكش. On peut commencer. نحي التصوير عادي. نحي لا l'affiche. Bonjour. L'Institut de hautes études de Tunis et le groupe Daily Trading Forum organisent le forum de l'économie financière. C'est l'ensemble des visioconférences en ligne. Le thème de présent concerne la Tunisie au cœur de la vague, alors que, à l'heure où le pays est en proie à la plus grande crise endémique et que les indicateurs économiques et sociaux sont au plus bas, nous tentons de tout contourner la pandémie en parlant du plan de soutien à l'entreprise et aux couches sociales les plus vulnérables, un plan qui se fait attendre. La Tunisie aura perdu près de 30% du PIB au 30 décembre 2020 et on va vers la fin du quatrième trimestre et on s'attend au pire. Aussi, la session d'aujourd'hui portera sur comment concevoir la relance et la reprise. Je dis bien la relance en deux mots, pour rigueur, lance comme relance. Rigueur dans la dépense au niveau de l'essentiel du concerne l'emploi, l'entreprise, les ménages qui ont été frappés de plein fouet par la crise transitionnelle depuis 2011 et la pandémie en deux vagues. La première que nous avons essayé et peut-être réussi à la dépasser. Et puis voilà maintenant que nous avons la deuxième vague que nous allons essayer de dépasser à tous les niveaux. Bien sûr, la crise que traverse la Tunisie est une crise à plusieurs facettes. Bien avant déjà le 14 janvier, selon les estimations, aujourd'hui, la Tunisie perdrait 25 milliards de dinars de richesse nationale à la fin de 2020. Avec la crise, les mesures de soutien effectives au profit de l'entreprise, de l'emploi et des ménages, ces mesures se font attendre. Encore une fois, la politique prend la part du lion au détriment de l'économie et du social. Encore une fois, la population est exclue du développement, de la croissance. Encore une fois, certaines régions qui ont des potentialités très prometteuses sont délaissées. On a l'impression insoutenable que les pouvoirs publics paniquent, ils ne savent pas gérer la double crise, la crise de la transition et la crise de la pandémie. Tout le monde de l'économie, du social l'a dit. Il faut redémarrer la machine. Et voilà que une deuxième vague s'installe. À ce titre, je voudrais attirer l'attention sur
une enquête qui a été commanditée, elle a été publiée il y a quelques jours, même pas 48 heures, hier, avant-hier, commanditée par l'Agence de promotion de l'investissement et de l'industrie. Elle a été réalisée par l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui met en exergue l'état des lieux de l'entreprise et quelles sont les perspectives. C'est une enquête qui concerne la petite et la moyenne entreprise essentiellement. C'est un secteur, les PME emploient à peu près les 2/3 de la population active du secteur privé. Aujourd'hui, selon les estimations de la Tunisie, les mesures de soutien au profit de l'entreprise, de l'emploi, des ménages, ces mesures n'ont pas été reçues, perçues. Encore une fois, la politique se débat dans des débats insoutenables. La population est exclue. Certaines régions sont délaissées. Cela nous amène à traiter deux volets. Le premier concerne le redémarrage de l'activité, un redémarrage d'autant plus lancinant qu'un risque non négligeable d'une deuxième vague plus grave d'infection se profile et s'installe dans le pays, qui pourrait obliger les pouvoirs publics à imposer à nouveau des mesures d'éloignement physique, de confinement général et de quarantaine. Le deuxième volet concerne la réduction et l'arrêt de l'hémorragie des finances publiques déclenchée par le dérapage continu et accéléré depuis 2011 par tous les gouvernements passés au cours de la période 2011 et 2020, des dépenses publiques et un gaspillage sans précédent de ressources pratiqués par tous ces gouvernements depuis le 14 janvier. Un gaspillage qui continue. Bien sûr, arrêter cette hémorragie revient à arrêter d'abord toutes sortes de gaspillage des deniers publics pour réorienter les dépenses vers l'essentiel, c'est-à-dire l'investissement créateur de richesses réelles, l'investissement dans l'infrastructure déficiente, des routes, des autoroutes, la santé, l'éducation, la sécurité, vers tout ce qui pourrait améliorer le vécu du Tunisien à court et moyen terme. En tout état de cause, arrêter l'hémorragie des dépenses publiques et du déficit public ne doit en aucun cas se traduire par des augmentations illusoires d'ailleurs d'impôts et taxes et de cotisations pour doper les recettes. Autrement, l'économie pourrait se diriger vers la chute la plus grave et la plus sévère de ce qui a été observé depuis le temps dans le cadre de la richesse du coronavirus, comme le signalent plusieurs analystes, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs. Le Tunisien, le 14 janvier, voulait la dignité. La dignité, elle a deux facettes. L'emploi
la stabilité de l'emploi. La deuxième facette, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu, donc la création de richesse, c'est-à-dire produire pour avoir des revenus et produire dans les moindres coûts, c'est-à-dire confiner, réduire les tensions inflationnistes pour qu'il y ait de pouvoir public, pouvoir d'achat, pardon. Il faut agir au niveau des revenus, c'est-à-dire de la production, de la productivité, et agir sur les coûts pour réduire les tensions inflationnistes. Même si certains considèrent que l'inflation est d'origine monétaire, toutes les études menées un peu partout, et plus spécialement en Tunisie, d'ailleurs il y a une étude qui a été réalisée aussi bien à l'IEQ, à l'IMS, et aussi même à la Banque centrale, montre qu'il y a une loi obsolète d'ailleurs, qui ne fonctionne pas, c'est la relation entre l'inflation et la relation entre les liquidités, la monnaie et l'inflation dans une économie en sous-capacité, ce qui est le cas en Tunisie. Bien sûr, quand nous sommes en régime de plein emploi, l'inflation, elle est d'origine monétaire, notamment. Mais là, on est loin du compte. Il y a aussi un sous-emploi très important. La moitié de la population est en sous-emploi. Même si on démontre, on dit que l'inflation, que le chômage est de l'ordre de 18%, mais ça c'est pour les gens qui sont déjà inscrits à l'agence pour l'emploi. Il y a pas mal de gens qui sont en sous-emploi. Il suffit de regarder les terrasses de café, plus maintenant, parce que maintenant il n'y a plus de chaises et plus de café. Bref, donc ce qu'il faut ici, c'est agir au niveau de l'emploi et au niveau du pouvoir d'achat. L'Institut de hautes études de Tunis et l'Institut africain d'économie financière ont initié un plan de relance. Ils parlent de 25 milliards de dinars sur lequel on voudrait revenir sur 3 ans. 35% de ce budget et concerne l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. 30% pour le développement de l'investissement public en infrastructures de base, ressources d'énergie renouvelables, plus respectueuses de l'environnement. 25% au soutien à l'emploi privé inclusif où tout le monde se retrouve. Tout le monde et toutes les régions particulièrement malmenées par la crise. Et 10% de ce budget, c'est-à-dire 2,5 milliards de dinars, 10% en soutien aux couches les plus vulnérables. Ce plan vise à faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas et que le sous-emploi n'explose pas à l'infini. Avec la crise, la Tunisie a perdu 25 milliards de dinars de richesse nationale à la fin 2020. Le plan de relance créerait
170 000 emplois. C'est l'objectif. Le premier volet de compétitivité, il inclut une réduction sur 2 ans de réduction d'impôts et de contributions de cotisation. Et ce n'est pas un cadeau aux entreprises privées, c'est un cadeau à la Tunisie pour relancer l'économie via un nouveau paradigme pour lutter contre le sous-emploi. Le deuxième volet, il est dédié à la cohésion sociale et régionale. Il intègre des investissements au niveau de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, via notamment de primes à l'embauche et des dégrèvements fiscaux. Le nouveau gouvernement en place depuis 2 mois, devrait ainsi ramener vers 2020 l'économie à ses niveaux d'avant la crise de 2019, alors que le pays s'achemine vers la pire dépression qu'il a connue depuis l'indépendance. Le plan, dont le montant représente 7% du PIB au prix courant sur 3 ans, sera exécuté sur 3 ans, 2021, 2022 et 2023. Ce que nous allons examiner aujourd'hui avec M. Ezdin Larbi, PhD de l'Université de Los Angeles, de M. Afif Shelby, centralien, économiste, banquier, ancien ministre de l'Industrie, et le point de vue du journaliste, rédacteur en chef adjoint du quotidien La Presse, concerne tous ces aspects, mais en plus, les questions seront reçues via SMS, Messenger. À vous, le studio. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Alors, si c'est Afif Shelby, à vous. Oui, c'est un... Bonjour à tous. Merci, Sita, pour cette occasion que vous nous donnez de débattre de cette question importante. Donc, si vous permettez, je vais faire une brève introduction pour parler de l'urgence d'activer la relance pour prévenir le choc social, comme vous l'avez si bien dit. D'abord, quelques mots sur l'impact de la crise. Comme tu l'as dit, l'économie tunisienne, comme toutes les économies du monde, est fortement impactée par le Covid, mais encore plus gravement que d'autres économies du monde pour 2 raisons. Première raison, la Tunisie avait une économie déjà en situation précaire avant Covid. Et deuxièmement, la Tunisie ne pourra pas apporter des appuis de même ampleur que ceux des pays développés. Et on connaît tous les chiffres en centaines de milliards d'euros qui sont alignés en Europe, aux États-Unis et ailleurs. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas réagir, et au contraire, il est urgent de réagir rapidement et efficacement compte tenu de nos marges de manœuvre. Alors, sur le plan budgétaire, c'est vrai que ces marges de manœuvre sont faibles, mais elles ne sont pas nulles. Et comme tu l'as dit également, moyennant une gestion adéquate des deniers publics, il y a quelques marges de manœuvre budgétaires non négligeables. Par contre, il y a 2 autres niveaux dans lesquels nos marges de manœuvre sont beaucoup plus grandes. C'est le niveau de la politique monétaire et le niveau des politiques sectorielles, que je vais essayer de développer tout à l'heure. Donc,
il faut être conscient que faute d'une telle action vigoureuse et rapide, la variable d'ajustement, ce sera l'explosion du chômage et de la précarité déjà enregistrée au cours du premier semestre, avec toutes les conséquences qu'aurait un tel choc social sur la stabilité du pays. Donc, je vais passer très vite sur les chiffres. En termes de PIB, le FMI vient de réviser sa prévision d'avril. Il prévoit moins 7% pour 2020. Je pense qu'on sera, à mon avis, plus proche de moins 9, moins 10. Donc, en termes d'emploi, l'INS a dit que nous avions perdu au premier semestre 161 000 emplois, dont les 2/3 concernent le secteur industriel. 99 000 sur 161 000, en gros 52 000 pour l'industrie manufacturière et 47 000 pour les industries non manufacturières. Donc, faute de relance, en fait, le Covid aura accéléré fortement la désindustrialisation du pays que nous constatons depuis 2011. D'après plusieurs projections, à la fin de l'année, le taux de chômage aura atteint 18%, donc on serait autour de 800 000 chômeurs, c'est-à-dire 20% de la population active, contre 630 000 en 2019, c'est-à-dire 15%, et 460 000 en 2010, c'est-à-dire 13%. C'est-à-dire, en fait, qu'en 10 ans, le chômage aura presque doublé. Et en plus, nous avons affaire à un nouveau type de chômage que la Tunisie a très peu connu jusqu'à aujourd'hui. C'est le chômage qui concerne les personnes qui avaient un emploi stable et qui deviennent chômeurs. Socialement, c'est un chômage beaucoup plus difficile à gérer que le chômage des diplômés ou des primo-demandeurs d'emploi. Il ne faut pas, alors, comme tu l'as dit, ça concerne les personnes inscrites au bureau de l'emploi. Mais comme on le sait, un peu moins d'un tiers de la population active occupée en Tunisie est formée par le secteur informel. En gros, sur 3,5 millions de population active occupée, nous avons 3 gros tiers. Un tiers de secteur informel, un tiers de secteur privé structuré et un peu moins d'un tiers d'emploi public, fonction publique, entreprise publique. Et c'est bien sûr le secteur privé formel et informel qui reçoit tout le poids de la crise actuelle. Également, les chiffres des 9 premiers mois, nos exportations ont reculé de 16%. Or, comme vous le savez aussi, la moitié de l'emploi privé formel travaille à l'export. C'est-à-dire les 2/3 de l'industrie, plus le tourisme, c'est à peu près 550 000 personnes qui travaillent exclusivement pour les marchés internationaux. Un autre chiffre aussi qui est inquiétant, je cite le FMI, un dernier rapport du FMI, le taux d'investissement qui a déjà chuté de 24% en 2010 à 18% en 2018, j'arrondis les chiffres, baisserait à 10% cette année. 10% de taux d'investissement, c'est un chiffre qui est de très loin, que nous n'avons jamais connu. Bon, maintenant, le plan de relance. Je voudrais dire d'abord que le temps dans cette affaire est très important. Et à mon avis, il ne faudrait pas partir de zéro. Moi, je voudrais dire que l'ancien ministre des Finances, Nizar Yaïch, a eu le mérite de préparer un plan de relance qui comporte 67 mesures au niveau des politiques budgétaires, fiscales, etc. Et il a ensuite engagé la concertation sur des plans de relance sectoriels sous forme de pacte de compétitivité. Malheureusement, l'instabilité gouvernementale a empêché l'adoption du volet législatif de ce plan, qui est toujours soumis et non examiné encore à l'ARP. Il faut espérer que la continuité de l'État prévaudra et qu'il sera adopté avec des amendements nécessaires par l'ARP. Alors, cette instabilité gouvernementale a fait aussi que la mise en œuvre de ce plan de relance est très très faible, elle est bloquée. Tu as cité l'étude de l'API, plusieurs études ont montré que moins de 10% des entreprises, par exemple, moins de 10% ont bénéficié de mesures gouvernementales.
Donc, moi je dis que ce plan de relance est une base. Il a pris plusieurs mois, plusieurs centaines d'heures de concertation. Il a certainement des imperfections qu'il faut corriger, qu'il faut adapter. Mais à mon avis, si on repartait de zéro aujourd'hui pour concevoir un plan de relance, on est parti pour début 2021 et le temps nous est compté. Donc, prendre ce plan de relance comme base, le corriger parce qu'il y a matière à correction, l'adapter, mais ne pas partir de zéro. Comme je disais qu'il y a des corrections à faire, effectivement, au niveau de la mise en œuvre. Je vous donne juste 2 ou 3 exemples. Le fonds de restructuration financière des entreprises, il touche actuellement un nombre très très faible, quelques dizaines d'entreprises, pour 2 raisons. Son mode de gestion est très bureaucratique et d'autre part, l'État n'a pas débloqué le fonds de 300 millions de dinars qui est prévu et budgétisé pour ça. Également, la garantie de l'État pour les crédits aux entreprises qui passent par la FETUGAR, elle n'a été débloquée qu'il y a quelques jours et donc c'est avec une très grande lenteur que les crédits appelés crédits Covid commencent à être débloqués au compte-gouttes au profit des entreprises. Une autre mesure importante qui aurait pu atténuer les effets de la crise, c'est la bonification d'intérêt de 3% décidée déjà depuis mars 2019 par l'Assemblée nationale. On est à plus d'1 an et demi et elle n'est toujours pas mise en place. Donc, cette question de conception des plans de relance et surtout de l'attention particulière à la mise en œuvre qu'il faut avoir dès la conception des plans, il me semble extrêmement important. Donc, pour résumer sur l'aspect budgétaire, donc c'est vrai, peu de marge de manœuvre, mais ces marges de manœuvre existent. Il y a des budgets qui sont déjà prévus, mais l'opérationnalité est en cause. Alors, il reste au niveau de la politique monétaire. Comme vous le savez, la Banque centrale a pris une série de mesures pour alléger les procédures de refinancement des entreprises, pour assouplir les conditions de report d'échéance, etc. Il reste également que les effets de ces mesures, notamment pour les PME, sont très en deçà des besoins. Il s'agit donc pour moi aujourd'hui, premièrement, d'activer, après avoir corrigé et adapté les mesures du plan de relance déjà présentées par le président du gouvernement, et deuxièmement, d'actionner 2 leviers, à mon avis, que nous n'avons pas encore actionnés et sur lesquels nous avons des marges de manœuvre très importantes. C'est le volet de la relance structurelle et deuxièmement, le volet de la politique monétaire. Si vous voulez, 2 mots sur chacun de ces 2 sujets. Alors, la relance sectorielle. Vous avez tous lu que tous les pays européens ont lancé plusieurs programmes de relance sectorielle. Par exemple, en France, il y a eu le plan automobile pour 8 milliards d'euros, le plan aéronautique pour 15 milliards d'euros, etc. La Tunisie ne pourra jamais aligner des montants comparables, même en proportion. Par contre, elle peut élaborer des plans de relance, elle a déjà élaboré, mais ils ne sont pas encore en œuvre, des plans de relance sectoriels qui sont centrés sur la résolution des multiples problèmes qui entravent le développement des secteurs. Personnellement, j'ai assisté à des dizaines de réunions avec les secteurs et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mesures non budgétaires qui peuvent être prises pour faciliter la vie au secteur. Donc, tous les secteurs connaissent, dans tous les secteurs, nous avons beaucoup de compétences très pointues qui connaissent de manière détaillée qu'est-ce qui bloque leur secteur. Si vous parlez avec les gens de l'huile d'olive, du secteur des dates, des composants automobiles, du textile, des composants aéronautiques, ils vous sortent des dizaines de mesures concrètes, pratiques, qui peuvent permettre, à défaut de relance budgétaire forte, dont nous n'avons pas les moyens, qui peuvent permettre de débloquer beaucoup de situations. En fait, l'idée aussi de ces plans sectoriels qui seraient consignés dans des pactes à signer entre l'État et ces secteurs, c'est pour dire que dans le contexte politique très perturbé, pour ne pas employer d'autres mots,
que nous vivons aujourd'hui, il faut que la relance soit portée par les secteurs. C'est-à-dire un gouvernement, quel qu'il soit, seul, à mon avis, ne pourra pas mettre en œuvre des plans de relance de manière efficace. Par contre, si chaque secteur adoptait, en concertation avec l'État évidemment, des plans sectoriels et qui faisait signer ces plans donc de manière conjointe par le gouvernement, ce sera un effet de levier extrêmement important. Un économiste français parlait de république contractuelle pour désigner ce genre de démarche. Aujourd'hui, il y a plusieurs plans qui sont déjà rédigés. Donc le pacte textile qui est déjà signé dans une première version, le pacte composants automobiles, le pacte huile d'olive, le pacte industrie pharmaceutique. Il y a 6 ou 7 pactes qui sont déjà élaborés. Si on arrivait d'ici la fin de l'année à une vingtaine de pactes sectoriels portés par les secteurs, approuvés par le gouvernement, je pense que ce sera un levier extrêmement important parce que j'estime que la politique économique doit être complexe. Elle n'est pas faite seulement de mesures macroéconomiques ou budgétaires, fiscales, monétaires, etc. Elle est faite de cela, bien sûr, c'est très important, mais la politique économique, c'est aussi un grand nombre d'instruments fins, sectoriels et sous-sectoriels, encore une fois, qui ne coûtent pas très cher et qu'il est très important d'actionner. Et nous avons dans les secteurs les compétences pour mettre en place ce genre de pacte. Donc, premier type d'action, mettre en place cette vingtaine de pactes sectoriels pour redynamiser les compétences économiques. Deuxième grand type d'action, la politique monétaire. Je pense que nous avons ici des marges de manœuvre. Comme vous le savez, le volume de refinancement cette année est passé autour de 10 milliards de dinars contre 16 l'année dernière, parce que la demande de crédit a baissé. Je pense que la politique monétaire constitue donc un levier important et je pense un des leviers les plus importants que nous devons faire actionner. Et là aussi, je propose qu'il y ait un pacte bancaire entre le gouvernement, Banque centrale et banque, et qui n'est pas du tout contradictoire avec l'indépendance de la Banque centrale. Parce que dans tous les statuts, y compris notre statut, à côté de la lutte contre l'inflation, l'aspect donc intérêt national et intérêt de l'économie nationale est pris en compte par le statut actuel de la Banque centrale, sans parler des pratiques de toutes les banques centrales du monde. Comme vous le voyez, beaucoup de dogmes ont été dépassés par toutes les banques centrales du monde aujourd'hui. Alors, très rapidement, pour dire que comporterait ce pacte bancaire, premièrement, à mon avis, le rachat effectif et massif par la Banque centrale des créances des entreprises publiques et privées. Il y a une enveloppe de l'ordre de 5 milliards de dinars à mettre en place dans ce domaine, parce qu'il n'est pas acceptable que des entreprises privées qui ont des contrats achevés, réceptionnés par l'État ou les entreprises publiques, ne soient pas honorées pour des questions budgétaires. Dans le passé, la Banque centrale a racheté ce genre de créances sur l'État et ça a très bien marché. Il n'y a pas de raison de ne pas actionner ce genre de mécanisme. Aujourd'hui, ça pourrait sauver des centaines de PME qui sont aujourd'hui en quasi-faillite par la faute de l'État mauvais payeur. Deuxièmement, mettre en place une ligne de crédit PME de 3 à 5 milliards de dinars bonifiée à 3%, la bonification étant prise en charge par le budget d'État évidemment, mais cette ligne de crédit aurait une très forte conditionnalité à imposer par la Banque centrale aux banques. Pour revenir au débat, on a cette expérience. La Tunisie a mis en place des lignes depuis des dizaines d'années fortement conditionnées et qui ont bien marché, que ce soit pour le financement ou pour la restructuration financière des entreprises. Alors, beaucoup d'autres points comme la mise en place d'un type de ratio d'activité prioritaire. En fait, les conditions de refinancement qui sont imposées par la BCT constituent un premier pas vers le ratio d'activité prioritaire pour les crédits PME, mais à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin parce que, comme vous le savez, la Tunisie était classée déjà en 2009 par Davos 109e mondial
en matière de financement des PME. Donc, il y a des choses à faire dans cette affaire. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long, je voudrais conclure que la Tunisie aujourd'hui n'a plus droit à l'erreur, comme ça a été dit par Sitar à l'introduction, et que s'il est normal qu'un pays en transition démocratique connaisse des difficultés aggravées aujourd'hui par le Covid, ce qui est anormal, c'est la durée de ce cycle bas. Dans les transitions réussies, le cycle bas dure entre 4, 5, 6 ans maximum. Donc nous sommes là à notre 10e année de transition et à défaut de relance vigoureuse et rapide, ce serait malheureusement le scénario tendanciel qui guette l'économie tunisienne et nous avons tous en tête le scénario grec, voire le scénario libanais. Il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri de tels scénarios si des actions vigoureuses n'étaient pas mises en place. Je conclurai en citant Talleyrand qui disait que faute de richesse, une nation est pauvre, faute de patriotisme, c'est une pauvre nation. Je pense que la Tunisie n'est ni pauvre ni dépourvue de patriotisme. Encore faut-il que ces femmes, ces hommes, ces jeunes agissent rapidement, et son gouvernement évidemment, rapidement sur le terrain pour se mobiliser, pour sauver ce pays. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Safif. C'est une présentation exhaustive, en si peu de temps d'ailleurs, de l'état des lieux et des pistes à explorer. Comme je l'ai dit, Safif, le plan des 25 milliards, il est sectoriel. Il est initié à partir d'un modèle d'équilibre général calculable sur les chiffres et les données de 2018 avec des projections de moyen terme, de court et moyen terme, sur 5 ans, que nous avons compacté sur 3 ans, c'est-à-dire 2021, 22, 23. Le financement va revenir sur ce point. D'ailleurs, ça fait l'objet du prochain binaire du mercredi 21 octobre avec Sibilel Zahnoun, président de la bourse, pour voir un peu dans quelles conditions on peut avoir les ressources nécessaires et suffisantes sur 3 ans ou 4 ans même, parce que 2020 n'est pas encore échu. Je voudrais revenir sur un autre point, un point que notre ami Afif Khelbi a mis en exergue, la politique monétaire. La politique monétaire en Tunisie, c'est le soutien du financement de l'activité, c'est-à-dire le soutien de la relance. C'est la chose la plus importante. La politique monétaire, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un instrument. D'ailleurs, les statuts de la Banque centrale le spécifient. La stabilité des prix et du dinar. Donc l'essentiel du plan, il est budgétaire et fiscal. Orienté vers les secteurs, vers les régions, vers les couches les plus vulnérables. Merci beaucoup, Safif, pour cet exposé. Je me tourne vers notre ami et néanmoins collègue Asdin Harbi pour qu'il nous dise ses appréhensions, ses problèmes. Oui, merci Safif, merci Sitar. Je ne vais pas réitérer ce qui a été
présenté. Mais ce que je dirais pour faire un complément à ce qui a été dit, c'est que dans le très court terme, n'est-ce pas, les autorités devraient faire face à la pandémie, donc il y a eu sacrifice de tout ce qui est économie. OK? Donc, sacrifice de tout ce qui est stabilisation macro et sacrifice de tout ce qui est politique structurelle, etc. Voici la situation dans laquelle, disons, on se trouve actuellement. Une remarque d'une manière générale, en anglais, on dit you have to walk the talk. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment pas parler, faire des mesures. Il y a tellement d'études qui ont été faites, comme ça a été dit au départ, tant au niveau national qu'au niveau international, sur la Tunisie. Mais ce qui manque, même avant la pandémie, c'est la mise en œuvre. C'est ça ce qui compte. Il n'y a pas de résultat. Depuis 10 ans, on ne voit pas de résultat et on ne voit pas ce qu'on appelle le trickle-down, c'est-à-dire les effets sur quelque chose. 10 ans, c'est beaucoup, mais comme tout le monde le connaît, avec les instabilités qui existent et qui n'apparaissent pas disparaître en quelque sorte. Je dirais que la combinaison de la pandémie, de la dette, des comptes publics qui sont à l'étillage, qui sont au creux de la vague, tout ceci représente vraiment un cocktail qui pourrait, j'espère non, exploser. Voici la situation dans laquelle on se trouve. Plus que ça, il n'y a pas, tout ce que je connais, c'est qu'il y a un plan au niveau macro, d'une manière générale, il y a une vision 2016-2020. Est-ce que, moi je ne connais pas du tout, je n'ai pas d'informations du tout sur la loi de finances, et on parle de finances publiques, sur la loi de finances complémentaires, j'aimerais appeler ça rectificative. Je n'ai aucune connaissance de cela, ça n'a pas été présenté. Je suis sûr que c'est dans les coulisses quelque part. Plus, j'ai entendu parler qu'il y aura une autre vision de 2021 à 2025. Est-ce que ces visions-là, etc., vont prendre ce qui a été fait ou bien on va faire une croix et redémarrer de nouveau? Je m'explique. 2016, il faut faire une évaluation, même si c'est off-track, même si on a déraillé. Je rappelle que 2016-2020, il y avait une enveloppe pour le plan ancien de 125 milliards de dinars, dont une grande majorité, je ne connais pas exactement les chiffres, mais plus de 65% de cela devrait venir de l'investissement privé. Ça, c'est le plan ancien. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que la pandémie a exacerbé ces problèmes-là, n'est-ce pas? Donc, pour parler directement, bien sûr, je vais parler un peu de la stabilisation, je vais parler d'avance, mais encore un peu loin de ça. Ce que je veux dire, il me semble que on doit faire face actuellement au plus urgent. C'est-à-dire, il y a, il me semble, 4 impératifs avec ce qui existe. Un, comme tous les pays du monde, la Tunisie est appelée à faire face à une deuxième vague. Il y a eu la première vague, à une deuxième vague, à une situation inédite, exceptionnelle, pour faire face à la catastrophe sanitaire, humanitaire, sociale et économique. C'est dans cette que je mettrai ce premier impératif. Bien sûr, le deuxième impératif, c'est que la Tunisie doit préserver son capital humain et social. Ça va de soi qu'il y a la santé des citoyens, il y a la préservation des revenus des travailleurs qui ont été perdus, d'où la nécessité du soutien aux couches les plus vulnérables. Un troisième volet, c'est de préserver le tissu économique en même temps des entreprises et des institutions qui produisent les richesses et qui seront appelées à reprendre leur activité. Une fois cette pandémie, n'est-ce pas, la courbe diminue,
pour employer, payer les impôts et créer la croissance. Et pendant cette grande crise, cette deuxième pandémie, l'impératif devrait être un impératif de solidarité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire étant donné ces 4 impératifs? La solution, c'est de mobiliser des ressources exceptionnelles, n'est-ce pas, afin de financer les besoins immédiats et de préservation du capital humain. C'est ce que je vois à très court terme pour, n'est-ce pas, faire face à la situation. Maintenant, quand on parle du titre de notre webinaire, la rigueur, la RI et la relance, je dirais qu'au niveau de la rigueur, n'est-ce pas, la rigueur, ça veut dire quoi? Pour moi, ce n'est pas l'austérité. L'austérité, vraiment, c'est un stop, en quelque sorte. La rigueur, pour moi, c'est faire un lien un peu avec la politique monétaire, ce qu'on appelle quantitative easing, c'est-à-dire une politique monétaire un peu flexible, n'est-ce pas? Un peu flexible, mais pas comme certains le prétendent, où la Banque centrale doit fournir ce que j'appelle la monnaie d'hélicoptère. Ceci pourrait être conçu dans le cadre des pays développés, dans le cadre des pays où il n'y a pas d'inflation, dans le cadre des pays, n'est-ce pas, où les taux d'intérêt sont pratiquement négatifs. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Tunisie. On ne peut pas faire cette monnaie d'hélicoptère, n'est-ce pas? Autre chose quand on parle d'entreprise. C'est vrai qu'on parle de liquidité, de refinancement, etc. Pour moi, ce que je vois, c'est que parfois, on ne va pas distribuer les liquidités comme ça. Parfois, l'entreprise a besoin elle doit être concurrentielle. Elle doit avoir un marché. Ça, c'est parfois plus important que la liquidité. Mais si on va à l'entreprise, n'est-ce pas, donner un peu de la liquidité d'une manière hâtive, ça sera un peu comme donner au pays, au niveau macroéconomique, des ressources qui vont aller à la consommation. C'est ça ce que vraiment il faudrait essentiellement éviter. Au niveau de la relance, si on parle de la relance, on ne peut pas parler de la relance, il y a deux facettes de la relance. Il y a une relance par la demande et une relance par l'offre. Je dirais que pour le cas de la Tunisie, n'est-ce pas, même avant la pandémie, n'est-ce pas, même avant la révolution, il s'agit essentiellement, on aurait pu avoir un taux de croissance de 2%, minimum 2 à 2,5%. Du côté de l'offre. L'offre viendra d'où? Viendra de quelque chose que le gouvernement contrôle, que les autorités contrôlent. Ça viendra du phosphate. Ça viendra s'il y avait des stabilités sécuritaires et politiques du tourisme qui allait remonter. Ça, c'est, vous savez que ça, c'est des gains au niveau de l'offre qui sont beaucoup plus faciles à faire. C'est un peu comme au Maroc. Au niveau de l'office chérifien des phosphates, on a décidé en Tunisie à un moment donné que ça sera une zone militaire pratiquement pour avoir de l'oxygène, pour avoir des devises au pays. Tout ceci a été gâché. Je ne parle pas de Camour, de pétrole, etc. Donc il y a ces côtés, quand on dit relance à peu très courte, c'est le côté de l'offre où c'est entre les mains des autorités. Où sont les autorités pour ça? Les leaders sont là. Ils peuvent prendre les décisions qu'il faut et c'est ça le plus important. Maintenant, au niveau de la politique monétaire dont on a essentiellement un peu parlé. La politique monétaire, il y a des canaux de transmission. Ce n'est pas aussi automatique. Ce n'est pas comme dans les pays développés. Il y a des canaux de transmission qui, parfois, ne sont pas respectables ici. C'est pour ça que la Banque centrale, parfois, n'est-ce pas, ce sera un peu et obligé, disons, de ne pas ouvrir la vanne comme il fallait, parce que c'est très facile d'ouvrir la vanne et d'être dans une situation pire là où on connaît ça. Maintenant, au niveau du financement, ce qui existe, au niveau du financement, au-delà du financement interne, je ne vais pas parler des choses structurelles à moyen terme, secteur informel, le formaliser, ça prend du temps. On est obligé de recourir au Fonds monétaire international.
on est obligé parce que d'ailleurs, vous avez cité, c'est Afif, l'ancien ministre des Finances. L'ancien ministre des Finances, ça existe sur Google. Si vous voyez le rapport du Fonds monétaire international qui a été présenté en juin 2020, dans l'annexe, il y a une lettre qui a été signée par le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances, où on dit on va faire un nouveau, pratiquement, plan. C'est, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est ni libéral, ni conservateur, rien du tout. Ça, c'est quelque chose de plus que nécessaire à très court terme qui nous permettra d'être dans les rails par nous-mêmes. Même si on lit cette lettre-là, et je l'ai lu moi 10 fois, on va stabiliser un peu ce qui est stabilisé, on va faire des priorités, on va cibler ce qui doit être ciblé pour protéger les couches les plus vulnérables. En Tunisie, le grand problème, c'est que il y a un problème, ce que j'appelle d'institution économique, de comportement. En Tunisie, on était en avance sur plusieurs pays africains, je ne parle pas d'autres. Certains pays africains nous ont dévancés au niveau des mesures, tels que le Rwanda, tels que les îles Maurice, tels que l'Éthiopie, au niveau technologique, tels que le Kenya, etc. Donc, si vous voulez, si on va au Fonds monétaire international, c'est nous qui doivent savoir négocier. Il y a une matrice, on va dans cette matrice-là dire voici ce qu'on doit faire. On doit le faire par nous-mêmes. C'est nous, c'est pas dit on est engagé, etc. On est membre du Fonds monétaire international depuis 1958, depuis la création de la Banque centrale. Et on est obligé, quand on est dans un bloc opératoire comme l'économie y est actuellement, vraiment d'aider ce gouvernement, et ce gouvernement, pour qu'il, je m'excuse, pour qu'il agisse, il faut qu'il prenne cela en compte. Et puis, les réformes structurelles vont suivre, n'est-ce pas, vont suivre avec tout ce qui est, je dirais, sectoriel, tout ce qui est secteur industriel, il faut des politiques sectorielles, tout ce qui est numérique et tout ce qui est... je veux terminer par disant quelque chose. En Tunisie, il faut savoir ce qu'on veut. On n'a pas de vision encore claire. Si on a des entreprises, etc., qu'est-ce qu'en Tunisie? Moi, je crois que la croissance devrait venir du secteur essentiellement privé. Quand on parle. En Tunisie, je ne sais pas si on est en train d'angéliser ou bien de diaboliser le secteur privé. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. N'est-ce pas? Il faut qu'on sache exactement là où on y va. En Tunisie, il nous faut plusieurs débats. Et c'est pour ça que quand on dit vision, il nous faut des débats sur la répartition des richesses, sur la justice sociale, sur fiscale, sur l'innovation, la création et l'effort d'accumulation, sur les politiques industrielles, sur la recherche des rentes, des positions dominantes, des privilèges, tout ce qui est corruption. Il est hasardeux de vouloir résoudre tous ces problèmes-là pendant cette crise-là. Donc, il faut, à mon avis, répondre aux 4 impératifs que j'avais soulignés au départ, n'est-ce pas? Faire face à cette pandémie. Et je dirais que au niveau de l'exécution, je n'en sais rien. Les 2,5 milliards de dinars qui ont été présentés par le gouvernement, l'ancien gouvernement, en mars 2020, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des fonds, etc. Où sont-ils? On n'a absolument aucune idée sur cela. On a trop de discussions politiques, mais sur 2,5 milliards, qui représentent 3 fois rien au niveau du PIB. Pour des pays émergents, les pays émergents, n'est-ce pas, ont mis à peu près du 5% de leur PIB pour faire face à cette pandémie, etc. Je ne parle pas des pays comme les États-Unis ou autres où ils ont mis, n'est-ce pas, des milliers de milliards, n'est-ce pas? À peu près, il y avait 6 000 milliards de dollars aux États-Unis quand on prend ce qu'a fait la Federal Reserve plus ce que le gouvernement essentiellement américain fait. Je ne parle pas de cela. Je parle au moins des pays émergents. Ce que je dirais pour conclure cela et pour avoir plus de discussion, avec cette situation très difficile, voire, je n'aime pas être pessimiste, je dirais voire de misère. Il faut parler aux gens, n'est-ce pas? Il faut espérer qu'on arrive à, bien sûr, protéger la population de cette pandémie, deuxième vague, à stabiliser
à relancer et rattraper les retards économiques et sociaux, comme toute fin d'horreur pour survivre au temps difficile à venir. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est très très bien. Merci beaucoup, Asdine. Je voudrais revenir sur quelques petits points que je vais essayer d'expliciter. Au niveau de la politique monétaire menée par la Banque centrale de Tunisie, j'ai l'impression que tout le monde est en train de tirer sur une ambulance. L'ambulance, c'est la Banque centrale. Parce que c'est la Banque centrale qui est au secours de l'économie. C'est elle qui procure les ressources nécessaires et suffisantes pour pouvoir s'en sortir. Donc on ne peut pas tirer sur une ambulance. La Banque centrale, en Tunisie et comme ailleurs d'ailleurs, la Banque centrale, elle est coincée entre le marteau et l'enclume. Et il y a des priorités et il y a des contraintes. Bien entendu, la Banque centrale peut donner toutes les liquidités possibles et imaginables dans une économie en crise. Résultat des courses, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer que l'excédent de liquidité, et Asdine pourra corriger, va profiter au marché informel et il va profiter à la spéculation, notamment foncière et immobilière. Il ne va pas profiter aux entreprises parce qu'il y a en amont et en aval des contraintes à l'entreprise qui font que l'entreprise ne peut pas bouger. S'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de donner des crédits à une entreprise qui ne peut pas produire. Donc ici, il faut gérer les liquidités. Bien entendu, il y a un problème, un petit problème sur lequel je ne suis pas tellement d'accord. La fameuse et récente baisse du taux de l'intérêt directeur qui est passé de 6 à 6,25, une baisse de 0,25 en point de pourcentage. Moi, je pense que c'est trop peu. Il aurait fallu plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que nous sommes dans une crise profonde et que la Banque centrale, à terme, dans quelques semaines, dans quelques mois, la Banque centrale va être obligée d'y réduire encore plus le taux directeur qui est le phare des taux de l'intérêt. Donc les agents économiques, ils vont attendre une deuxième et une troisième baisse du taux directeur. C'est ce qu'on appelle en jargon économique les anticipations rationnelles. Ils anticipent cette baisse et ils attendent. Pourquoi voulez-vous que j'achète un frigo maintenant quand je sais que les prix vont baisser, ou une voiture? Donc je vais attendre. Donc je pense que la bonification et la diminution du taux de l'intérêt de 0,50, c'est très peu. Il aurait dû faire ça d'une manière plus brutale et définitive. Et d'ailleurs, c'est ce que les Marocains ont fait il y a encore 2 semaines. Deuxième point. Le troisième point sur lequel je veux revenir, et Asdine en a parlé, c'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, c'est nous qui ont été le chercher. C'est pas lui qui est venu. Nous avons besoin
de la pharmacie centrale pour financer, pour donner pour offrir les médicaments aux pharmacies de détail, c'est-à-dire la Tunisie. Donc, on doit travailler avec le Fonds monétaire international. Et il y a un message très fort du Fonds monétaire international il y a 24 ou 48 heures. Le Fonds monétaire international a dit il faut restructurer la dette de la Tunisie. Et attention, de quelle dette? La dette publique et privée aussi. Il faut que les entreprises tunisiennes qui étaient lourdement endettées depuis 2010, depuis la crise actuelle, il faut que les entreprises tunisiennes, chacune, discute avec sa banque pour restructurer sa dette entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Et on le sait, la Tunisie est une économie d'endettement, c'est aussi bien valable pour l'État, les ménages ou les entreprises. Je laisse la parole maintenant à notre ami Chokri Gharbi, qui est une sorte de boussole de l'activité économique, de l'économie et du social de la Tunisie. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Chokri, à toi. Vous m'entendez bien? Je ne veux pas être très long. Je veux juste parler des entreprises. On n'entend pas très bien. L'économie nationale. Sans le soutien, on n'entend pas bien. Sans le soutien des entreprises, on ne peut pas assurer la croissance et le développement économique du pays. Non, Chokri, s'il te plaît, répète et parle plus fort. Offre le micro. Donc, on ne peut pas assurer la croissance et le développement économique du pays sans le soutien des entreprises. Qui passent par des difficultés quotidiennes, non seulement actuellement, mais depuis des années. Donc, il faudrait prendre des mesures urgentes pour sauver les entreprises, à commencer par la réduction du taux fiscal, parce que la Tunisie est considérée comme l'un des pays qui ont une pression fiscale la plus élevée en Afrique. D'où la nécessité de prendre des mesures pour réduire à tant soit peu les mesures fiscales. Il faudrait également assurer une paix sociale sur le long terme, en évitant les grèves, les arrêts de travail répétitifs, pour permettre à la machine de production de marcher d'une façon normale. Plusieurs entreprises tunisiennes, notamment dans le secteur du tourisme et du transport, ont licencié des milliers de travailleurs parce qu'ils ne peuvent pas les payer. Donc, il faudrait prendre des mesures urgentes et non pas un plan sur le long terme, car l'entreprise tunisienne passe par des difficultés très graves. Au niveau macroéconomique, il faudrait promouvoir les investissements extérieurs, c'est-à-dire attirer le maximum des investissements extérieurs pour pouvoir stimuler et également améliorer les exportations qui ont connu au cours des derniers mois une diminution importante. Existe dans tous les secteurs, et notamment dans l'industrie. Il faut également éviter de faire des grèves dans les champs pétroliers et dans les mines de phosphate
parce que ce sont des sources de financement de l'économie tunisienne qui sont très importantes. C'est ainsi qu'on peut améliorer l'économie. On ne peut pas la faire autrement. Il faut augmenter la production et éviter les arrêts de travail. Des pays comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme ils ont commencé. Oui. Allô? Il n'y a pas de solution magique pour pouvoir se développer. Il faudrait augmenter la production dans tous les secteurs. Il faudrait aussi investir dans la recherche et le développement pour innover, pour mettre sur le marché un produit qui peut être vendu à large échelle. Il ne faut pas faire autrement. Il n'y a pas une solution magique où les crédits ne peuvent pas résoudre le problème de la Tunisie. Il faudrait axer sur la recherche et le développement, augmenter la production, chercher de nouveaux marchés à l'extérieur, c'est ainsi que la Tunisie peut se développer. Il faut se concentrer sur les secteurs privés pour assurer la croissance de l'économie tunisienne. Actuellement, il y a beaucoup de grèves, beaucoup d'arrêts de travail. La Tunisie ne peut pas agir la nécessité de trouver de nouveaux stimulants, des mesures stimulantes pour améliorer la production et l'innovation qui sont la colonne vertébrale de la survie des entreprises. Actuellement, plusieurs entreprises et certaines entreprises ont déjà fermé leurs portes, alors que d'autres s'apprêtent à le faire. Donc, je recommande d'encourager les entreprises à augmenter la production et l'innovation et à leur fournir des crédits avantageux, c'est-à-dire à un taux d'intérêt très bas et remboursable sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait également, je le répète encore une fois, diminuer le taux des impôts. Le taux des impôts est le plus important, le plus élevé dans le monde. Bon, ça n'arrange pas les entreprises et on ne peut pas ainsi développer notre tissu industriel, de services et touristiques. Quelques mots, c'est-à-dire les recommandations qu'on doit prendre. Il s'agit de prendre des mesures urgentes et non pas un plan sur le long ou le moyen terme, parce que les entreprises ont un besoin pressant d'argent. Ils ne disposent pas de liquidité actuellement, malgré les mesures prises par le gouvernement qui n'ont pas été appliquées à toutes les entreprises, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, il faudrait agir au plus vite en commençant par la fiscalité, l'octroi de nouveaux crédits, et l'accompagnement des entreprises afin qu'ils réalisent leur relance actuellement et préservent les postes d'emploi. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, tout le monde le sait, c'est le tourisme et les activités qui sont liées à ça. J'espère que vous m'avez bien entendu. Merci beaucoup, Chokri. La première question qui a été, voilà, quelles sont les mesures de soutien effectives au profit de l'entreprise et des ménages les plus vulnérables? Je voudrais très brièvement faire la série. Si Afif, ensuite SD. Oui. Donc, immédiatement, compte tenu des contraintes
actuelle, etc., parce que nous sommes en plein dans la deuxième vague de la pandémie. Alors, pour les entreprises, sur la base de ce qu'a dit Choukri tout de suite, quelles sont les mesures en série? Qu'est-ce qui est immédiat? Qu'est-ce qui est moins immédiat? Etc. Rapidement, très rapidement. C'est Afif d'abord et c'est Eldin ensuite. Il y a des décisions qui ont été prises. Déjà, le problème, comme l'a dit ici Arbi, comment activer et amplifier. Les décisions prises déjà, je les répète très, très vite. D'abord, au niveau donc, des crédits aux entreprises. Il y a eu des circulaires de la Banque centrale pour des reports d'échéance qui peuvent être reports d'échéance des crédits qui peuvent être amortis sur 7 ans. Deuxièmement, il y a eu la mise en place d'un mécanisme de crédit Covid garanti par l'État à travers la Sotugar. Troisièmement, comme tu l'as dit, la baisse du TMM, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Star. Déjà, la Banque centrale, sur les 2 mois qui sont passés, elle a fait d'abord une baisse de 100 points de base et elle vient de faire, au lieu de faire en 2 fois, en 2 mois, elle aurait dû, ça, tout à fait d'accord. Donc, au niveau crédit bancaire, il y a 3 types de mesures qui sont déjà décidées, mais dont l'ampleur de la mise en œuvre laisse à désirer. Et c'est là, justement, qu'on peut demander à la fois au gouvernement et à la Banque centrale des mécanismes de gouvernance beaucoup plus puissants que ceux qui sont mis actuellement. Encore une fois, report d'échéance des crédits, crédits garantis par l'État, ça, c'est des décisions déjà prises, mais la mise en œuvre. Baisse du TMM en une fois et de façon significative, moi j'estime qu'ils peuvent descendre de 200 points de base. Quatrième mesure, encore une fois déjà prise, il y a un fonds de restructuration financière de 300 millions de dinars qui est décidé, voté au cours de la loi de finances précédente et qui n'a pas été mis en place. Ça, c'est au niveau financier. Au niveau budgétaire, il y a eu, budgétaire et fiscal, il y a dans le plan de relance déjà, qui est dans le pipe, le dégrèvement physique pour les bénéfices réinvestis pour les entreprises exportatrices, c'est une mesure importante au niveau fiscal, des reports d'échéance d'impôts et de cotisations sociales, et donc la création d'un fonds de garantie et d'un fonds de restructuration pour appuyer ce que je venais de dire au niveau financement. Donc, moi, je pourrais dire que les principaux outils macroéconomiques qu'on peut mettre en place pour soutenir, au niveau du principe, ils sont dans le pipe. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre, encore une fois, que le bas blesse et qu'elles n'ont touché que 10% des entreprises qui peuvent en bénéficier. C'est vraiment là que le bas blesse. Juste, je voulais dire 2 mots. Je pense qu'il y a beaucoup de points de consensus qui ressortent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Bien entendu, et la question, à mon avis, ne se pose même pas. On doit avoir recours à FMI, c'est clair, nous n'avons pas le choix. Mais quand on dit ça, on n'a pas fini. Et j'estime que la principale erreur que nous avons faite depuis 10 ans, c'est de penser que la matrice avec le FMI est égale à 100% de la politique économique. La politique économique, comme je disais tout à l'heure, est beaucoup plus complexe et chacun son, comme l'a dit aussi ici Arbi, c'est pas au FMI de tracer les détails de notre politique économique. Le FMI trace des balises, des ratios à respecter, etc. Mais le détail de la politique économique, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas faire l'économie d'investir dans la conception détaillée d'une politique économique, encore une fois, en faisant attention dès le départ, dès la conception, à la mise en œuvre. Et c'est ça qui manque, bien entendu. Je dis, la question ne se pose même pas. Évidemment qu'il faut signer avec le FMI. Si on ne signe pas avec le FMI, on se coupe de tous les financements internationaux. La question, à mon avis, contrairement à ce qui est dit par certains populistes dans le pays, la question, pour moi, elle ne se pose même pas. Maintenant, ce qui se pose,
c'est qu'à côté de la signature de l'accord avec le FMI, c'est à nous et à nous seuls, et le FMI sera d'accord. On a toujours discuté avec lui, ce n'est pas le FMI qui nous en empêche de mettre en place des instruments de politique économique et sectorielle très détaillés. Ça, c'est notre boulot à nous, Tunisiens. Merci. Absolument, c'est Afif. Je ne vais pas, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Comme ça a été dit par C. Afif, le plan qui a été adopté ou présenté par l'ancien gouvernement, le gouvernement Farper, qui était de 2,5 milliards de dinars, il y a énormément de mesures qui concernent les ménages, et énormément de mesures, dont certains ont été mentionnés, en ce qui concerne les entreprises. Ça existe, et vous pouvez aller à Google et dire plan de 2,5 milliards de dinars pour la Tunisie, et vous trouvez toutes ces mesures-là que je peux bien sûr répéter, n'est-ce pas? C'est pas la peine de les faire, exonération, TVA, assouplissement, etc. Donc ça existe. Ce que je veux dire, c'est que à très court terme, il y a ce qu'on appelle des politiques conjoncturelles. Ça, c'est le court terme. À moyen long terme, il y a les politiques, comme ça a été dit auparavant, des politiques structurelles qui intéressent les secteurs d'une manière générale. Mais troisièmement, j'aimerais faire une observation sur tout ce qui est financement et financement extérieur. Quand on signe, disons, un nouveau plan avec le Fonds monétaire, ça va ouvrir les vannes, bien sûr, au niveau d'autres institutions telles que la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, etc., ou la BERD, la Banque européenne, etc. Parce que ces banques-là, même s'ils présentent une assistance à la Tunisie, il faut dans leur annexe au niveau de leur conseil d'administration qu'ils mettent pratiquement l'aval du FMI. Ça, c'est une pratique courante au niveau de l'adoption de ces cas. Ce que j'aimerais dire, c'est que si on prend ce que j'appelle financement extérieur budgétaire et financement extérieur projet, deux. Puis, je parlerai d'un autre instrument qui existe maintenant et que le Maroc a utilisé ou d'autres pays en Afrique l'ont utilisé. Et c'est ça ce que je pense que pour les financements de projets, il y a beaucoup d'argent et d'ailleurs, le représentant de la Banque mondiale en Tunisie au niveau des projets, n'est-ce pas, qui sont en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'administration, avec les lourdeurs qui existent au niveau des marchés, au niveau comment dirais, de l'accélération des projets, ça prend beaucoup de temps et cet argent est là. Qu'il s'agisse d'infrastructures ou autres, ou éducation, ou santé, etc. Au niveau de la... Pourquoi? Parce qu'il y a ça, c'est quand on fait des aides projets, l'argent n'est pas, il y a un engagement, mais l'argent n'est pas mis directement, n'est-ce pas, dans le budget. On va décaisser selon l'avancement des travaux et des projets. Maintenant, au niveau de l'aide budgétaire, c'est ça en Tunisie, parce que tout ce qu'on reconnaît, c'est les finances publiques, alors qu'il y a un secteur réel. Dans l'économie, il y a un secteur réel, et c'est ça ce qui compte, c'est ça la croissance, elle vient du secteur réel, essentiellement. En Tunisie, on a besoin de très court terme de tout ce qui est budget. Maintenant, il y a un nouveau instrument que le Maroc a pris, que la Tunisie, que d'autres pays africains, c'est ce qu'on appelle les instruments de financement axés sur les résultats. C'est pour ça qu'en Tunisie, on a besoin de cela. Et ça, c'est une combinaison entre aide budgétaire et projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend 100 millions de dollars de la Banque mondiale ou BAD, etc., on va faire un sweetener, ce qu'on appelle. On prend uniquement 20. Mais les autres 80 ne seront décaissés que s'il y a une vérification par une entité indépendante que les choses sont en train d'avancer et qu'ils donnent des résultats. C'est ça ce qui compte. C'est pour ça qu'on parle. Par exemple, moi je rigole quand on dit au niveau de l'aide budgétaire, où est-elle? L'aide budgétaire, c'est une matrice, il y a des réformes et le budget est fongible. Sur les projets, on sait que voici ce projet n'avance pas parce qu'il y a telle ou telle bureaucratie. Maintenant, les financements additionnels
axé sur les résultats, c'est une combinaison des deux où on voit des résultats. Le problème en Tunisie, c'est qu'on ne voit pas de résultats au niveau des financements et c'est ça dont on a besoin. Voilà. Merci, Esdi. Une question qui suit la précédente. Quel serait le timing? Quel serait premièrement, le deuxièmement, le troisièmement? D'abord c'est Afif, ensuite Esdi. Je reviendrai tout à l'heure avec Chokri pour qu'il nous dise ce qu'il pense un peu de tout ça. Alors, le timing, il y a le plan de relance donc pour faire face à la crise. Ça, c'est un plan de court terme, c'est-à-dire de moins d'une année. C'est ça ce dont on parle. Maintenant, il y a le plan quinquennal, il y a le plan sur 5 ans. Mais si on parle de relance pour faire face à la crise, on parle d'un programme d'une année qui peut déborder un peu, mais il doit être calibré pour une année, puisque d'ailleurs, la résilience de nos entreprises et du pays de manière générale, des ménages, il y a les enquêtes d'EY qui sont publiées chaque année et une grande majorité d'entreprises, c'est le chiffre selon les catégories, entre 60 et 70% des entreprises estiment que dans un délai d'1 à 2 années, si les choses restent en l'état, il y a un risque de fermeture de l'entreprise. Donc, s'il y a des mesures à mettre en place, elles doivent être de court terme, comme ensuite, il y a toutes les mesures de politique économique, etc., qui doivent être programmées sur plus longtemps. Mais un plan de relance, par définition, c'est un plan de court terme. Merci. Esdi? Oui, pour compléter ce que Afif vient de dire, puisqu'on a cité un taux de croissance négatif de 7% en tant que prévision a été avancé par le fonds, mais le fonds aussi, il a avancé que pour 2021, la Tunisie pourrait croître à 4%. D'ailleurs, ces 4%, si on les voit comme ça va venir de ce plan de relance s'il est mis en œuvre à très court terme. C'est ça la complémentarité. Donc, s'il y a une mise en œuvre des mesures qui ont été faites, en Tunisie, on doit mettre en œuvre pour arriver à ces 4%. Et on peut le faire. C'est ça, le Fonds monétaire n'écrit pas des choses comme ça. Et nos techniciens connaissent mieux que le Fonds monétaire, puisque le Fonds monétaire, il va faire la tournée des administrations, il va parler à nous, c'est-à-dire à nos entités, n'est-ce pas? Et ils prennent les chiffres de chez nous, n'est-ce pas? Et ils les traitent. Donc, les 4%, on peut y arriver comme c'est prévu dans le cadre du Fonds monétaire international après les moins 7%, n'est-ce pas? Mais ce plan de relance doit être accompagné de mise en œuvre sérieuse. Voici ce qui existe. Et qu'en même temps, on doit avoir une vision d'un plan quinquennal qui doit démarrer dès maintenant, n'est-ce pas? On doit faire les choses en même temps. On a perdu trop de temps. Il faudrait, n'est-ce pas, comme quelqu'un l'avait dit, vivre la crise, n'est-ce pas? Je n'aime pas dire la pandémie, loin de là, mais la crise doit nous faire prendre conscience que les problèmes, n'est-ce pas, nous sommes vraiment à la limite des choses et c'est quand le consensus général, il ne faut pas parler vraiment de partis politiques. Moi, je m'excuse parce que, en fin de compte, ce qu'on est en train de parler, je suis un technocrate, c'est Afif, et qui est un ministre, il est plus politicien que moi, mais les décisions sont politiques, en fin de compte. Les décisions sont politiques. Il faut qu'il y ait, au niveau de l'exécutif, des choses claires, un plan de communication très clair. C'est Chokri. Vous êtes là, la presse et les médias d'une manière générale, au lieu d'avoir une pollution, je m'excuse, au niveau des médias, il faudrait essentiellement dire, voici, si nous voulons survivre, si nous voulons sortir de ces années de misère, voici les 4% qui sont devant nous, voici ce qu'on devrait mettre en œuvre, et c'est ça ce qui va augmenter la production du côté de l'offre. On va, n'est-ce pas dialoguer, je ne sais sur combien de temps, sur le camour et sur les phosphates, etc. Au moins, n'est-ce pas, que
le processus est déclenché. Voici ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais revenir sur un point. Il faut que l'exécutif exécute. Absolument. Absolument. Tout à fait. Des trucs objectifs et dans le temps. Absolument. On n'a plus le temps d'attendre. On est collé au mur. Chokri, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de tout ça? À mon avis, le plan de relance ne doit pas dépasser une année. C'est-à-dire il doit être exécuté dans les quelques mois qui suivent. D'autre part, je voudrais recommander de ne pas trop compter sur le FMI et la Banque mondiale, parce qu'il impose des recommandations qui sont impopulaires et qui ne peuvent pas être appliquées par la Tunisie. On peut par contre compter sur la coopération avec les pays voisins comme l'Algérie, la Libye, le Maroc et les pays africains aussi, dans le domaine commercial, financier et dans tous les domaines, en évitant de s'approcher trop du FMI et de la Banque mondiale. Parce que depuis l'indépendance, on a pris beaucoup d'argent des crédits, en fin de compte, de ces bailleurs de fonds, et ils n'ont pas donné des résultats satisfaisants. Ils ont créé une certaine tension au niveau du social, c'est-à-dire des liquidités, et ils n'ont pas donné des résultats satisfaisants. Donc, d'où la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, il faut s'approcher davantage du FMI et de la Banque mondiale. Il faut compter sur nos propres ressources et élargir la coopération avec les pays, c'est-à-dire africains, les pays maghrébins et arabes, pour améliorer nos finances. Mais, je le répète encore une fois, il faut compter toujours sur nos propres ressources. C'est-à-dire qu'il faut améliorer la productivité, améliorer la production, l'innovation, la technologie. C'est ça qui va faire de la Tunisie un pays, c'est-à-dire distingué. Il faut pas, même après le Covid-19, il faut investir davantage dans la technologie. Il ne faut pas compter sur le crédit, ni sur l'aide des pays étrangers. D'ailleurs, on devrait faire un audit sur les aides et les dons qui nous ont été donnés. Où sont-ils partis? On n'a pas vu l'utilisation de ces fonds. La Tunisie a reçu depuis la Révolution des milliards, mais ils n'ont pas été utilisés. On n'a pas vu, c'est-à-dire cet argent. D'où la nécessité d'effectuer un audit sur les fonds qui ont été reçus par la Tunisie depuis la Révolution. Donc, il faut toujours compter sur nos propres ressources et investir dans la technologie, l'innovation, la recherche, ainsi que tous les pays du monde ont pu, c'est-à-dire, ont pu se développer, tout en assurant, c'est-à-dire les mesures urgentes qui doivent être décidées en faveur des entreprises pour leur permettre de passer cette crise et revenir à la production normale, à un rythme, c'est-à-dire normal. Voilà. Donc, merci beaucoup, Chokri. De ces mesures urgentes. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dépasser une année, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Chokri. On n'a plus le temps. Tout le monde le dit. On a bien insisté au cours des derniers webinaires et surtout aujourd'hui. On peut résumer que il faut y aller. Il ne faut pas paniquer. On doit compter sur nous-mêmes. Il faut, du côté de l'offre, se donner les moyens. Parce que ce n'est toujours pas normal que le bassin minier
et le pétrole et le gaz soient en panne, entre guillemets, en panne. Deuxième élément qui est très important, le Fonds monétaire international, on en a besoin. Ne serait-ce que parce que c'est le financier en dernier recours et c'est l'observateur impartial extérieur. C'est l'arbitre, en fait. L'arbitre, c'est pas l'arbitre parce qu'il y avait une partie entre nous-mêmes. Donc, la Banque centrale, elle est là au strict besoin du financement de l'économie, c'est l'ambulance. J'insiste si je le dis. Bien entendu, il faut pas tirer sur l'ambulance. Bien sûr, on peut critiquer la Banque centrale. Moi, c'est Manuel Abbès, c'est un ami, un collègue. On a de très très bons rapports. Mais bon, on peut avoir un point de vue qui peut être différent. Mais lui, il est aux commandes. C'est lui qui est le responsable des résultats. Troisième élément très important, c'est que l'objectif final, premier, c'est la santé du Tunisien et de sa sécurité. Le deuxième objectif, c'est l'emploi et l'entreprise. En fait, il faut jouer sur les deux tableaux. Ce n'est pas évident. Le chef de gouvernement, je lui souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de courage. C'est pas évident. Préserver la santé du Tunisien et préserver l'emploi et l'entreprise et l'activité, ce n'est pas toujours évident. Mais ceci étant, il faut faire vite. Plus on perd du temps, plus les choses empirent. Ceci étant, je voudrais remercier nos amis Afif Shelbi, Azdin Al-Arbi et Chokri Gharbi pour leur contribution et le temps qu'ils ont passé à expliquer des choses et des machins. La prochaine binaire, prochaine vidéoconférence et le binaire va porter sur le financement du plan, l'emprunt, etc., le rôle de la Banque centrale, la politique monétaire, surtout la politique financière. Et ça va être le 14-21 octobre à 14h, ici même, avec Sibile El Sahnoun, directeur de la bourse, qui connaît très bien le marché financier. Il est à même de dire quelles sont les capacités d'absorption de la bourse en matière d'obligations et de bons du trésor. Encore une fois, bravo à tous et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.